Édouard, on se retrouve pour un point d'actualité sur le Proche-Orient, parce que cette semaine, donc j'en profite pour ceux qui vont découvrir cette émission, j'en profite pour redire que le Courrier des Stratèges, c'est un site d'information et c'est surtout par notre site que nous existons. L'actualité vidéo est un peu marginale chez nous, mais nous avons cette semaine, le lundi, comme chaque lundi, nous avons fait notre chaos global. Nous avons beaucoup parlé États-Unis, Russie, Europe. Nous avons inauguré une nouvelle émission le mercredi, Stratégone, avec toi, avec Ulrike Reichner, avec Eric Denessé, avec Jacques Hoggard. Nous avons encore parlé armement, ordre du monde, désordre du monde causé par Trump, et nous avons un peu passé sous silence les terribles massacres qui ont lieu en Syrie, l'actualité du Proche-Orient, et je voulais qu'on prenne quelques minutes pour en parler aujourd'hui, sachant que tu as quand même fait d'importants articles en début de semaine sur ce qui s'était passé le week-end dernier, les massacres d'Alaouites en Syrie, mais je voulais qu'on se donne le temps d'en parler, puisque je le rappelle, depuis le 7 octobre, nous donnons un large écho aux massacres de population qui ont lieu dans cette partie du monde, que ce soit à Gaza, en Israël, au Liban, en Syrie maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation, Édouard ? Alors, je rappelle juste effectivement à ceux qui nous écoutent que j'ai publié en fait 2 articles. L'un qui est basé sur une interview avec la mère supérieure d'un couvent, d'un monastère au nord de Damas, à 90 km au nord de Damas, et qui a alerté en fait l'opinion mondiale le dimanche sur les massacres d'Alaouites et sur le danger de massacres pour des chrétiens. Donc, j'étais content d'avoir ce long entretien avec elle dont j'ai fait part. Et puis, nous avons aussi une source syrienne qui nous a donné des éléments très concrets sur les massacres de civils, en particulier on va en reparler, dans les territoires alaouites, à Jabier, et un peu plus au sud à Banias. Et là aussi, c'était appuyé sur des sources vérifiées, des photos, des vidéos, y compris des documents publiés sur Facebook, mais qui avaient été vérifiés par notre source. Alors, effectivement, je crois que c'est important en même temps de replacer tout le contexte. Que s'est-il passé ? Il y a un antagonisme croissant entre les milices qui soutiennent le régime, le nouveau gouvernement d'HTS ou HTC, hein, selon qu'on le dit en anglais ou en français. Et il y a eu une escarmouche près d'un poste de contrôle dans les territoires alaouites, donc près de la côte, il y a une semaine à peu près, avec des combattants alaouites qui commencent à se structurer pour résister à la pression des miliciens au service du nouveau gouvernement, du gouvernement d'Al-Joulani. Et en représailles, alors il y a eu des combats, il y a eu environ 150 morts des 2 côtés entre ces milices, et en représailles, les milices du gouvernement ont par ailleurs massacré des civils alaouites, et entre jeudi et dimanche essentiellement. Il semble que ça soit plutôt arrêté à l'heure où nous parlons, donc entre jeudi de la semaine dernière et dimanche dernier, et selon les estimations, on va de 1500 à 6000, voire plus de victimes. Et d'autre part, il y a des Alaouites qui ont fui. 6500 victimes civiles. Ce sont des victimes civiles, voilà. 6500, tu nous dis. Voilà, il faut distinguer les combattants alaouites qui sont morts dans des combats avec les miliciens du gouvernement. Donc, ce sont les prémices peut-être d'une nouvelle guerre civile en Syrie. Et puis, d'autre part, les représailles mises en œuvre après ces combats par les miliciens pro-gouvernementaux qui sont allés massacrer dans plusieurs villes et villages des civils, et qui ont surtout commis énormément de dévastation. Dans l'article que nous avons publié grâce à notre source syrienne, je donne des photos de magasins pillés, de restaurants brûlés, de voitures brûlées aussi, par exemple à Jabier. Dans la pratique, comment on peut expliquer est-ce que c'est
est-ce qu'on peut dire, l'explication est tentante, est-ce qu'on peut dire que c'est le gouvernement syrien, le nouveau gouvernement syrien qui jette le voile sur ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un gouvernement plein de haine pour tout ce qui n'est pas musulman, ou bien, dans la foulée des djihadistes qu'on connaît, ou bien est-ce qu'il y a d'autres explications possibles à cette poussée de violence qu'on craignait, mais qui n'était pas complètement prévue? En fait, de mon point de vue, d'après tout ce que j'ai pu entendre ces derniers jours ou lire, il y a différentes strates à prendre en compte. D'abord, il est certain qu'il y avait une détestation du régime d'Assad accumulée avec les années et il y a eu à un moment un espoir de libération et il y a eu un espoir aussi d'unanimité nationale. Sauf que ça n'a pas duré parce que les agents du renversement d'Assad soutenus par Israël, la Turquie et les États-Unis au mois de novembre et décembre dernier sont alors on les appelle djihadistes, d'autres les appellent takfiri, en insistant sur le fait que ce sont des sunnites fondamentalistes qui combattent aussi bien les alaouites que les chrétiens et les autres musulmans. Et y compris d'ailleurs des sunnites qui ne seraient pas sur leur ligne radicale. Donc ça, des sunnites modérés. Voilà, il faut faire très attention à ça, il ne faut pas tomber dans le piège de je ne sais quel choc des civilisations. Puis on a vu beaucoup de personnes qui étaient désemparées par ce qu'Israël a fait à Gaza ou fait en Cisjordanie et qui tout d'un coup disent ah bah le monde est à nouveau à l'endroit. Là vous voyez bien que le vrai ennemi ce sont les djihadistes fondamentalistes. Et en fait ça n'est pas ça qui se passe. Il y a un régime qui est fragile, qui est menacé par les Kurdes au nord-est, qui est menacé par la présence de l'armée israélienne au sud, qui est incapable d'assurer la prospérité économique du pays, hein. Ça aussi c'est un facteur très important, et qui en plus a des velléités de combat contre quand je parle des djihadistes, contre les autres communautés religieuses, que ce soit les chrétiens, que ce soit les alaouites. Et là, on a eu la semaine dernière une étincelle qui a déclenché une vague de massacres, puisque effectivement, ce sont des alaouites, mais pas forcément pro-Assad. Les miliciens alaouites qui se constituent actuellement, c'est d'abord pour essayer de défendre les populations attaqués par les djihadistes depuis des semaines de manière avec basse intensité. Et là, tout d'un coup, ça a éclaté. Et en représailles, les miliciens qui soutiennent Al-Joulani ont commis ces massacres. Et Al-Joulani a été un petit peu mis sous pression par la communauté internationale. Et donc, il a promis une commission d'enquête. Mais comme l'a dit la mère supérieure du couvent que j'ai interviewé, elle m'a dit on demande aux pyromanes de se faire pompier parce qu'il est évident qu'Al-Joulani est au courant et a couvert les exactions. Donc, est-ce que ça signifie que selon toi, il y aura d'autres exactions dans les jours, semaines, mois à venir? Alors, la raison pour laquelle la mère Marie-Agnès avait contacté des personnalités en France et aux États-Unis, c'était pour dire attention, actuellement c'est les alaouites, bientôt ce sera le tour des chrétiens. D'ailleurs, les miliciens pro-gouvernementaux nous le disent. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est que personne ne maîtrise vraiment ce qui va se passer dans la mesure où on peut très bien imaginer une nouvelle guerre civile. Et ceci d'autant plus que les Américains semblent laisser faire parce qu'ils pensent que ça sert l'État d'Israël. Et quant aux Turcs, ils ont une position extrêmement ambiguë. Ils sont contents d'avoir été débarrassés du régime d'Assad et ils sont contents aussi qu'il y ait des bisbilles entre le gouvernement et les Kurdes avec un accord précaire qui a été signé, mais ça leur permet, eux, de continuer à occuper le nord de la Syrie et surtout à préserver leurs intérêts. Et pour l'instant, autant qu'on puisse voir, les Turcs ne veulent pas aller à l'affrontement avec les Israéliens. Donc, on a un vrai danger que des combats sur une base ethnique ou pseudo-ethnique éclatent
dans les semaines et les mois qui viennent. Il y a eu un bombardement israélien, Damas, sur une base, je crois, d'un mouvement islamiste. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, sur la base de ce qu'on appelle le djihad islamique international, qui est un mouvement chiite qui combat à Gaza et qui a une base à Damas. Alors effectivement, on a eu hier un bombardement israélien. Ça montre bien la complexité de la situation, parce que ces combattants chiites ne sont pas les amis du gouvernement d'Al-Joulani. Pour autant, le gouvernement d'Al-Joulani ne les avait pas pour l'instant attaqués. Alors, est-ce que là, les Israéliens seraient les proxys du gouvernement syrien actuel? Tout ça, on voit, quand le général de Gaulle disait vers l'Orient compliqué, je m'envolais avec des idées simples, quand il part pour la première fois vers la Syrie, justement, pendant la guerre, il y a effectivement une énorme complexité de la situation, et malheureusement, les reportages que font les médias français sont souvent très simplificateurs. En tout cas, ce que tu nous dis, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les islamistes tous unis et de l'autre les victimes des islamistes, comme une certaine propagande le laisse à penser. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Surtout que les alaouites sont considérés par certains comme une dérivation du chiisme, par d'autres comme une sorte de syncrétisme entre christianisme et islam. Non, il n'y a pas du tout ce qu'on dit. Et j'insiste aussi sur quelque chose qu'on n'a pas assez dit dans nos médias subventionnés, c'est le fait que les combattants qui ont commis les massacres sont pour la plupart des étrangers. Ce sont des Tchétchènes, des Ouïghours ou même des islamistes venus du Maghreb. Il faut que tu dises bien la liste de tous les pays, parce que la dernière fois tu as dit il y a eu des Algériens, mais tu les as cités comme ça, tu n'as pas dit c'était des Algériens qui ont fait ces massacres. Il y avait des Algériens parmi d'autres, et ça nous a valu des commentaires de vous êtes raciste, pourquoi vous en prenez aux Algériens, etc. Voilà. Non, il y a aussi qu'il n'y a pas que des Maghrébins. Il y a aussi des Tchétchènes, il y a aussi des Ouïghours. Il y a aussi quelques djihadistes syriens, bien sûr, même si le gros du noyau syrien reste autour de Damas à défendre le régime. Mais effectivement, il s'agit de montrer qu'il y a un extrémisme international, dont beaucoup de choses montrent qu'il est vraisemblablement entraîné et financé par des sponsors occidentaux. Notre source syrienne faisait remarquer à très juste titre dans l'article que j'ai publié mercredi, faisait remarquer à très juste titre que ces combattants plutôt frustres utilisent des termes comme épuration ethnique, ce qui n'est pas quelque chose qu'on apprend spontanément quand on est sur les bancs d'une école coranique. C'est pas la priorité. Et moi, j'ai fait remarquer dans le cas de ce que m'a raconté la mère Marie-Agnès du monastère de Maaloulal, qu'il était très curieux que lorsqu'ils ont détruit une statue de la Vierge, donc de Notre-Dame, de la Vierge Marie, les combattants djihadistes les traitaient de prostituées, ce qui est une accusation typique de textes de l'Antiquité juive et en particulier du Talmud, mais qui n'est pas une accusation musulmane, parce qu'au contraire, les musulmans révèrent la Vierge Marie, et même, ça peut sembler étonnant à certains auditeurs, mais affirment sa virginité, enfin qu'elle a enfanté le Christ en restant vierge. Donc, c'est pas typiquement musulman. Donc ça prouve, enfin ça nous met sur la piste d'une formation, d'un entraînement par des gens qui ne sont pas des musulmans, et peut-être même par des formateurs venus d'Israël. On voit la complexité de tout ça, et on voit surtout comment, après 10 années terribles pour la Syrie, avec la guerre qui avait commencé en 2011, là, on a un nouveau cycle de violence qui vient de commencer dans une situation économique très précaire. Quelle peut être l'implication d'Israël dans
dans cette poussée en Syrie, car Israël bénéficie de l'affaiblissement de la Syrie. On sait que Bachar el-Assad a été longtemps l'une des cibles privilégiées d'Israël. Et quelle est par ailleurs la situation en Cisjordanie et à Gaza qu'on boucle la boucle dans cette émission? Alors, si on a une interprétation minimaliste, on dira que Israël a profité de la crise pour s'installer dans le sud de la Syrie, pour détruire tout ce qui restait d'armement syrien et pour vraisemblablement disposer d'une base en cas de guerre en Irak et contre l'Iran. Donc ça, on va dire que c'est l'interprétation minimaliste. Il y a d'autres observateurs qui disent, mais en fait, Israël est assez actif pour pousser à ce type de massacre, de manière à ce que l'ensemble du Proche-Orient soit l'objet d'un nouveau dessin sur des critères ethniques. Alors, je considère que nous n'avons pas assez de preuves pour aller jusqu'au bout de cette seconde thèse. Malgré tout, on est très mal à l'aise quand on voit le comportement de ces milices qui servent le régime de Damas. Max Blumenthal, qui est un critique américain très acerbe de la politique israélienne, dit c'est quand même étonnant le comportement de ces milices qui ressemble énormément à celui de l'armée israélienne à Gaza. Et Blumenthal est quelqu'un qui a l'œil très acéré. Alors, j'allais souligner aussi, c'est un juif américain qui critique beaucoup la politique d'Israël. Donc, on a très clairement un Israël qui veut profiter de cet état de guerre et de désordre dans la région, en espérant comme ça sauver son emprise sur la région. Il n'empêche que on voit bien que la situation est très compliquée et que on l'a vu à propos de Gaza lorsqu'il y a eu les échanges d'otages. Enfin, les otages ont été rendus en échange des prisonniers palestiniens. Eh bien, le Hamas était toujours là et apparemment en état de combattre. Bon, ton pronostic pour conclure cette intervention, ton pronostic sur la situation, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une pacification? On avait beaucoup imaginé que l'arrivée de Trump pacifierait les choses dans la région. On reste un peu sur notre faim quand même. Je pense que Trump est très ambigu parce que d'un côté, Trump n'aime pas les guerres, mais de l'autre, il ne sait pas faire ou il ne veut pas faire. Là, je laisse les auditeurs choisir ce qu'ils préfèrent. Sans Israël. Or, actuellement, Israël, c'est Netanyahou. Et si j'ose une comparaison osée, le problème de Trump, il est le même en Ukraine et en Israël. Il a des chefs d'État ou de gouvernement qui sont dans un état d'esprit profondément belliciste et qui, au fond, ne veulent pas entrer dans sa logique de mettre fin à la guerre et substituer la négociation à la guerre. Et donc, malheureusement, on va pas voir ces choses-là s'arrêter vite. Insistons pour finir sur deux choses. La première, c'est le blocus israélien qui va contre le cessez-le-feu à Gaza et qui fait qu'il n'y a plus d'aide alimentaire et sanitaire qui rentre depuis une dizaine de jours avec une situation absolument dramatique. D'autre part, les exactions en Cisjordanie de l'armée israélienne que là, visiblement, les États-Unis laissent faire et il y a eu déjà, dit-on, plus de 10 000 personnes chassées de leur domicile et qui sont réfugiées dans un camp de fortune en Cisjordanie. Bon, dans tous les cas, lundi, on se retrouve, Édouard, pour notre Chaos Global. On rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent nous retrouver tous les jours dans les colonnes du courrier, le courrierdesstratèges.fr. Chaos Global, lundi, publication vers 18h. Mercredi prochain, Stratégone à 18h également. À très vite, Édouard. Merci, Eric.